Le but de cette séquence est de vous présenter quelques compléments sur les objets. Nous savons construire des objets, nous allons nous intéresser à ce qui se passe en fin de vie de ces objets. Nous allons aussi voir que, de par le fait que les objets sont manipulés via des références, eh bien cela a une incidence sur la façon de les afficher, de les affecter et de les comparer. Commençons par le premier point, la fin de vie des objets. Et tout d'abord, que veut dire la fin de vie d'un objet ? Eh bien, en Java, un objet est en fin de vie lorsque la référence qui lui est associée n'est plus utilisable nulle part dans le programme. Voyons ceci sur un exemple simple. Cet exemple que vous avez ici sous les yeux est un peu artificiel, mais il a le mérite de la simplicité. On y voit une méthode main qui appelle une méthode auxiliaire afficher un rectangle, et cette méthode afficher un rectangle ne fait rien d'autre que créer localement un objet R de type rectangle, en l'initialisant de manière appropriée, et afficher le rectangle en question. La référence associée à cet objet qui est créé dans la méthode afficher rectangle n'est utilisable nulle part ailleurs. Nous n'affectons jamais cette référence à une autre variable accessible plus globalement, par exemple ici. Du coup, quand la méthode afficher un rectangle a terminé son exécution, il n'est plus possible d'avoir plus loin accès à la référence créée localement à l'intérieur de la méthode. En clair, lorsque la méthode afficher un rectangle a terminé son exécution, l'objet R qui est local à cette méthode est en fin de vie car la référence qui lui est associée n'est plus utilisée nulle part. Et donc, la mémoire qui est associée à cet objet doit être récupérée de sorte à pouvoir être mise à disposition d'autres programmes ou d'autres portions du même programme. Dans certains langages, la récupération de la mémoire doit être explicitement prise en charge par le programmeur. En Java, ça n'est pas le cas. Il existe un programme particulier qui s'appelle le programme ramasse-miettes, Garbage Collection, qui se charge justement de la récupération de la mémoire associée aux objets qui n'ont plus besoin d'être utilisés par un programme. Ce processus de ramasse-miettes est en principe complètement transparent, vous n'avez pas à vous en préoccuper, surtout à ce stade de votre apprentissage de la programmation. Le programme ramasse-miettes, Garbage Collector, est donc lancé régulièrement pendant l'exécution d'un programme Java. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que le programmeur Java n'a pas à libérer explicitement la mémoire qu'il utilise. Sachez que ça n'est pas le cas dans tous les langages. Passons maintenant au point suivant, la manipulation des objets via des références et les implications que cela peut avoir. À chaque fois que nous créons un objet dans un programme Java, nous avons vu que, en réalité, cet objet est manipulé via une référence. Lorsque je déclare une variable de type rectangle, la situation en mémoire est la suivante. Ma variable de type rectangle, appelons-la rect, est en réalité une référence vers un objet, avec ses différents attributs. On s'intéresse ici au problème suivant. On suppose qu'on souhaite créer un objet B à partir d'un objet A du même type, avec la contrainte que A et B doivent être pour nous deux objets distincts en mémoire. Comment le faire proprement en Java, sachant que les objets sont manipulés via des références? Prenons un exemple concret. Ici, le rôle de notre objet A est tenu par un rectangle R1. On souhaite, à partir de ce rectangle R1, créer un autre rectangle, donc du même type, mais on souhaite que les deux objets, R2 et R1, soient deux objets distincts en mémoire. Alors, en Java, créer un objet R2 à partir d'un objet R1 en utilisant l'affectation ne va pas nous permettre d'atteindre l'objectif d'avoir deux objets distincts en mémoire. Voyons concrètement pourquoi. Lorsque j'exécute cette ligne de code, j'ai donc en mémoire la situation suivante au terme de l'exécution. J'ai donc dans ma variable R1 la référence vers un objet rectangle qui a des valeurs particulières pour ses champs largeur et hauteur. Lorsqu'ensuite j'exécute cette ligne de code, je vais créer donc une variable R2 et supposons que on note ici ref1 la référence contenue dans R1. Lorsque l'on réalise cette affectation, on se contente de copier dans la variable R2 la valeur contenue dans R1, à savoir la référence au même objet. Ce qui veut dire concrètement que l'on va pointer ici sur le même objet en mémoire. R1 et R2 ne désignent pas deux objets distincts en mémoire.
Ce qui veut dire concrètement que toute manipulation faite sur l'objet au travers de R1 sera également visible au travers de R2 et vice-versa. Donc par exemple, si je change la valeur de la hauteur de R2, eh bien ce sera aussi visible, bien sûr, pour R1. Concrètement, ceci veut dire que si l'on souhaite que R2 soit une copie distincte de R1, alors en Java, eh bien on n'utilisera pas l'opérateur d'affectation, on utilisera plutôt un constructeur de copie ou alors la méthode clone qui sera vue un petit peu plus tard dans le cadre de ce cours. Alors nous en parlons parce que ça n'est pas systématiquement le cas dans tous les langages. Dans certains langages, on peut parfaitement créer deux copies distinctes d'objets au travers de l'affectation. Nous avons vu dans des séquences précédentes comment écrire dans une classe un constructeur de copie. C'est exactement un constructeur de copie qui est utilisé ici. Donc un constructeur qui crée un rectangle à partir des valeurs d'un autre rectangle. Donc ici, si j'exécute cette ligne de code, je suis dans la même situation que tout à l'heure. R1 est une référence vers un objet rectangle particulier. Lorsque j'exécute la seconde ligne, eh bien je vais créer un autre objet rectangle. Donc un objet distinct en mémoire, où je vais simplement recopier champ à champ les valeurs du premier rectangle. Donc on voit bien ici que l'on n'est pas dans la même situation que tout à l'heure. Nous avons bien R2 et R1 comme étant deux objets distincts en mémoire. Toujours sur le même thème, les objets manipulés par des références en Java, intéressons-nous à ce que cela implique pour l'affichage des objets. Si j'exécute cette ligne de code, ce qui est contenu dans ma variable rect est donc bien une référence. Une référence est une sorte d'adresse, donc quelque chose qui a un format un petit peu bizarre. Donc maintenant, si j'essaye d'afficher le contenu de mon objet rect au travers d'une instruction telle que celle-ci, eh bien, cette instruction va simplement afficher ce qui est contenu dans la variable rect, et donc quelque chose comme ceci, ce qui est assez peu naturel et assez peu lisible. Nous préférerions sans doute pouvoir afficher le contenu du rectangle, c'est-à-dire la valeur de ses attributs, plutôt que sa référence. Que faire donc si l'on souhaite faire afficher le contenu pointé par la référence plutôt que la référence elle-même, en utilisant exactement cette même instruction? Alors pour que ceci soit possible, pour qu'une ligne telle que celle-ci affiche le contenu pointé par rect plutôt qu'une référence un peu étrange, il suffit de placer dans la classe rectangle une méthode particulière. Une méthode dont l'entête est le suivant. Il s'agit de la méthode toString, dont la liste des paramètres est vide et qui retourne une chaîne de caractères, une string. Cette méthode toString va en réalité être automatiquement invoquée pour convertir ici votre rectangle en une représentation sous la forme d'une chaîne de caractères. C'est à vous de définir comment vous souhaitez que cette chaîne de caractères soit produite par la méthode toString. Donc concrètement, dans la classe rectangle, on placerait notre fameuse méthode toString, publique, puisqu'on souhaite pouvoir l'utiliser depuis l'extérieur. Cette méthode toString va simplement construire une chaîne de caractères qui va correspondre à la représentation que l'on souhaite avoir lorsque l'objet est fourni en argument de system.out.println, typiquement. Donc ici, concrètement, nous avons décidé que la chaîne string serait construite comme étant la concaténation de la chaîne rectangle, de la valeur du champ hauteur, de la valeur du champ largeur, séparée par cette chaîne de caractères-là. Donc ici, puisque désormais tout objet rectangle a une représentation construite au moyen de la méthode toString, une représentation d'affichage sous la forme d'une chaîne de caractères, eh bien, l'exécution de cette ligne de code, afficher un rectangle ayant ses valeurs particulières en guise d'attribut, va produire un affichage de cette nature. Donc un affichage beaucoup plus lisible que celui qu'on avait tout à l'heure.
Le fait que des objets soient manipulés via des références en Java a donc une incidence et sur l'affectation et sur l'affichage des objets. Cela a aussi une incidence sur la comparaison d'objets et c'est le dernier point que nous allons maintenant examiner. Supposons que dans un programme donné, nous créions deux rectangles, R1 et R2, ayant les mêmes valeurs d'attributs. Donc les deux auraient la même hauteur et la même largeur. Que se passe-t-il si l'on essaye de comparer ces deux rectangles au moyen de l'opérateur égal-égal? Est-ce que ce sont les valeurs des attributs qui vont être comparés entre elles ou est-ce autre chose? Pour répondre à cette question, il suffit de voir en fait ce qui est stocké à l'intérieur des variables R1 et R2. Nous avons vu que lorsque nous créons un rectangle par le biais de ce genre de tournure, eh bien ce que nous allons récupérer dans la variable objet est une référence vers un objet. Donc concrètement, nous avons ceci en mémoire. Donc nous avons une variable R1 qui contient une référence, adresse, vers un objet rectangle dont le champ hauteur vaut 4 et le champ largeur vaut 5. La même chose se produit lors de l'exécution de la seconde ligne. Donc nous aurons en mémoire une variable R2 qui contient une référence vers un objet rectangle dont le champ hauteur est 4 et le champ largeur est 5. Et l'on voit bien que chacun de ces new va en fait créer une référence distincte. Ce qui veut dire que même si les objets ont les mêmes valeurs d'attributs, ce qui va être comparé au travers de la comparaison R1 égale à R2 n'est en fait que le contenu des variables R1 et R2 qui sont des références distinctes pointant vers deux zones mémoire différentes. Le résultat de cette comparaison va donc être ici la valeur booléenne false, puisque nous avons affaire à deux références distinctes. Or, dans la plupart des cas, lorsque nous souhaitons comparer des objets, ça n'est pas tant les adresses des objets que nous souhaitons comparer, mais plutôt le contenu, si les objets ont les mêmes valeurs d'attributs. Donc, ce n'est pas la bonne façon d'atteindre ces résultats. Si vous avez suivi notre MOOC précédent sur les fondamentaux de la programmation en Java, rappelez-vous de comment nous procédions pour comparer deux chaînes de caractères de string. Pour comparer deux chaînes, nous avions recours à la méthode equals plutôt qu'à l'opérateur égal-égal, si tant est bien sûr que nous souhaitions comparer le contenu des deux chaînes et non pas les références vers ces chaînes de caractères. Pour rappel, examinons le petit exemple suivant. Donc ici, l'exécution de cette ligne va permettre de stocker dans une variable S1 la référence à la chaîne de caractères rouge. L'exécution de cette seconde ligne va stocker dans la variable S2 une autre référence vers une chaîne de caractères créée par concaténation de deux sous-chaînes, qui au final va produire le même contenu que précédemment, mais nous avons affaire à une référence distincte, donc il s'agit d'un objet distinct en mémoire, parce que la chaîne construite par concaténation a une référence distincte en mémoire que la chaîne littérale rouge. Comparer S1 et S2 au moyen de l'opérateur égal-égal va ici produire false, car le contenu de S1 et S2 sont deux références distinctes. Nous avons vu qu'il fallait, en effet, pour comparer les contenus, avoir recours à une méthode prédéfinie pour les strings, qui était la méthode equals. Et à ce moment-là, si on utilise equals, eh bien, on compare les contenus. Et à ce moment-là, c'est bel et bien le message « les chaînes sont identiques » qui va être affiché. Pour comparer le contenu de deux objets de type rectangle, eh bien, nous aurons recours à une solution tout à fait analogue. Nous allons devoir utiliser une méthode equals, et c'est au programmeur de rectangle de définir equals proprement pour des rectangles. Comment définit-on equals? Pour qu'elle retourne true si les valeurs des attributs des rectangles sont identiques. Le programmeur de la classe rectangle doit concrètement fournir une méthode qui fasse le test d'égalité selon des critères qui semblent sensés pour des objets de type rectangle. Quand est-ce qu'on va considérer que deux rectangles sont égaux, du point de vue du contenu? L'un des en-têtes possibles prévus par Java dans la classe rectangle pour programmer la méthode equals est le suivant. Nous allons voir concrètement sur un exemple comment programmer cette méthode dans la classe rectangle. La méthode equals est une méthode de la classe rectangle, ce qui signifie qu'elle va s'appliquer
nécessairement à un objet de type rectangle. Donc typiquement, on peut imaginer que on a déclaré un rectangle R1 et initialisé de façon appropriée. Si nous souhaitons comparer R1 avec un autre rectangle, alors on utilisera la méthode equals qui va comparer R1 avec un autre rectangle fourni en argument. Donc on imagine par exemple un autre rectangle R2 préalablement déclaré. La méthode equals prend donc en argument un rectangle qui sera comparé à une instance donnée de rectangle. Et c'est au programmeur de donner dans le corps de la méthode equals selon quels critères les deux rectangles seront égaux. Le résultat est un résultat booléen et il est attendu que ce résultat soit true lorsque les deux rectangles sont considérés comme égaux et false dans le cas contraire. Alors concrètement, on peut imaginer de programmer le corps de la méthode equals comme suit. Usuellement, on prend la précaution de tester si l'autre instance avec laquelle on peut comparer l'instance courante est nulle. Dans ce cas-là, on va considérer que la comparaison échoue et donc notre méthode equals va retourner false. Une instance donnée ne peut pas être égale à nulle. Sinon, eh bien, nous retournerons true si la hauteur de l'instance courante a la même valeur que la hauteur du rectangle passé en argument et pareil pour la largeur. Utiliser la méthode equals ainsi définie sur deux rectangles qui auraient les mêmes valeurs pour les hauteurs et les largeurs va résulter dans la valeur booléenne true, puisqu'effectivement, R2 n'est pas nul et les valeurs des hauteurs sont identiques, les valeurs des largeurs sont également identiques. Dans ce cas-là, eh bien, nous aurons l'affichage du message rectangle identique, ce qui n'était pas le cas lorsque nous comparions les deux rectangles au moyen de l'opérateur égal-égal. Le programmeur d'une classe en Java est donc en charge d'y définir une méthode equals s'il souhaite faire en sorte que des instances de cette classe soient comparables selon des critères particuliers. Nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque nous aurons abordé l'héritage et en particulier la classe prédéfinie Object. Pour l'instant, sachez simplement qu'il existe deux entêtes possibles pour la méthode equals. Celle que nous venons de voir, où dans une classe donnée appelée une classe, on définit la méthode equals en lui passant en argument un objet du même type que celui de la classe. Sachez qu'il est possible également de définir la méthode equals en lui passant en argument un objet de type object, et nous aurons l'occasion d'y revenir en temps voulu. Ceci conclut notre premier volet sur les fondamentaux de l'orienté objet en Java. Nous allons, dans ce qui suit, aborder un second volet très important, celui de l'héritage.